demander à Margaret pour une des feuilles de papier qu'elle a en sa possession afin de pouvoir dîner. Et on vous demande d'apporter le petit coupon au dîner. Vous en aurez besoin. Il me fait un grand plaisir de présenter. Je ne sais pas si je vous... c'est correct. De Dean Warbook de Wordacan, la gestion des temps. Et c'est Dean qui a passé le plus de temps de vol pour arriver ici. 36 heures, je pense. Et John Altman, un vieil ami, un collègue de longue date. Je l'ai rencontré la première fois en 1988 pendant une conférence à Darwin. Et c'était un grand privilège de passer du temps au Centre pour la recherche sur les politiques économiques indigènes en Australie en 1990. Et John était directeur. Et on se connaît depuis longtemps, depuis cette époque. Et John continuait. Maintenant, c'est le professeur émérite à ANU, l'Université Deakin. Et maintenant, il est à l'Université Deakin. Maintenant, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Colin. Bonjour tout le monde. J'aimerais commencer en reconnaissant le merveilleux accueil de la part de Conrad Siwi hier. Il nous a accueillis sur le territoire Wendat. C'est merveilleux d'être ici sur un territoire des Premières Nations. Dean et moi, nous connaissons depuis très longtemps. Je connais encore plus longtemps que je connais Colin. On travaille en Australie ensemble en 1979. Donc, c'est environ 36 ans, 37 ans. Et la façon dont on va diviser notre présentation, c'est que je vais faire des annonces plutôt générales depuis 10 ou 15 minutes et après, Dean dira certaines choses sur son pays, sur la terre Arnhem et sa gestion et des programmes très positifs qui sont en place pour protéger les valeurs culturelles et environnementales des terres indigènes dans le nord de l'Australie. Concernant la langue, pendant ce long vol à travers l'océan Pacifique, j'ai parlé à Dean à propos de ces langues. Il en parle 18. Il parle 18 langues autochtones, langues indigènes, et 2 langues non indigènes, la créole et l'anglais. J'ai demandé au traducteur quels sont les 18 traducteurs indigènes et il ne pouvait pas nous aider. Donc, Dean fera sa présentation en anglais et on va le traduire en français et en espagnol. L'image que j'ai pour partir ma présentation, c'est un membre de la famille, c'est le pays brûlant, pas loin d'où il vivait sur la savane Arnhem Land. Jimmy Job Robley affirme son droit de brûler son pays, sa juridiction politique sur ses terres. On est pris avec le PowerPoint. Okay. Yeah, that's fine. These 4 maps
Ces quatre cartes nous ramènent à la cartographie spatiale. Et ça raconte une histoire. En 1788, le continent australien de 77 millions de kilomètres carrés est découvert par 300 Premières Nations, comme on les appelle maintenant, en 1964. La colonisation brutale ou l'envahissement fait en sorte qu'il n'y avait aucune reconnaissance des droits fonciers et des Premières Nations et la population s'est réduite d'un million de personnes à environ 100 000 personnes. En 1993, avec les droits fonciers, à peu près 13 du continent a été retourné au régime foncier autochtone. Et en 2014, avec la reconnaissance de la loi sur le titre indigène, il y a un tiers de l'Australie qui est sous un régime, un titre indigène. On le voit un peu plus clairement ici. Je pense que le pointeur va fonctionner. En orange, c'est les droits fonciers. Et le régime indigène, c'est la position exclusive. Ça veut dire que vous ne pouvez pas exclure des miniers. Et en jaune, ce sont la position non exclusive. Mais voici les trois titres qui, ensemble, donnent un tiers du continent. On va parler de la terre Arnhem, qui est une savane tropicale, à peu près 100 000 kilomètres carrés et seulement 10 000 personnes indigènes qui y habitent. Voici une carte qui terrorise les Australiens. Le gris indique le territoire où il y a eu des revendications inscrites et quand on aura complété ce processus, il y aura 70 de l'Australie sera sous un titre indigène, mais toute la partie grise sera comme le jaune. Ce sera une position partagée ou non exclusive, ce qui veut dire que les peuples indigènes n'auront pas droits qui sont différents des peuples non indigènes. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas exclure des activités telles que l'exploitation minière. Donc, c'est seulement où on a l'orange où il y a des droits au consentement au préalable et éclairé. Mais ce sont des droits puissants dans le contexte australien. Voici une image des communautés autochtones qu'on appelle, pour l'image cartographique, ce sont des communautés indigènes discrètes. Il y a à peu près 1200 de ces communautés. La population de ces communautés discrètes totalise à peu près 100 000 personnes et à peu près 1000 de ces communautés ont moins de 100 habitants. Ce sont des très petites communautés et les plus grandes communautés où il y avait les missions et les emplacements gouvernementaux et les petites communautés où les gens sont retournés pour vivre sur leur terre traditionnelle. Mais il y a une grande controverse en Australie pour savoir si le gouvernement devrait reconnaître les droits de citoyenneté des gens qui sont retournés sur leur terre ancestrale. Donc, voici une autre façon de regarder la population indigène. On voit la partie où on a le plus de colonisation, on a le plus de peuples indigènes, mais il y a moins de gens. Donc, les places où les gens vivent sont très éloignées. Et au centre, c'est vraiment l'Australie désertique. En haut, on a l'Australie tropicale. Mais ces terres ont été retournées aux peuples indigènes parce qu'ils ont été aliénés et on a présumé qu'il n'y avait pas de valeur commerciale. Pour ça qu'ils les ont retournés aux peuples indigènes pour des raisons de justice sociale et des raisons juridiques. Il y avait le régime foncier et le droit aussi. On parle de territoires de différence aussi. Il y a des endroits où 80 ou plus de la population est d'origine indigène, où vous avez le titre indigène ou de position exclusive. Mais en tout, la population de l'Australie est 3 indigène. Il y a beaucoup moins
de droits fonciers pour la grande partie des peuples indigènes. C'est très important de le clarifier ici. Nous parlons des gens qui demeurent ici sur les terres où ils peuvent les réoccuper et constituer la majorité de la population. Je vais juste retourner. Voici un tableau qui montre le changement dans la population indigène reconnue en Australie. Et on les a juste comptés dans le recensement australien à partir de 1971. Avant, ils étaient exclus par la Constitution et on ne les comptait pas. Donc, il y avait la terre nulle, la terre qui n'appartenait à personne, et il y avait des peuples indigènes dont on a présumé la non-existence en Australie jusqu'en 1971. Et dans le premier recensement, 115 000 personnes indigènes ont été comptées. Et dans le dernier recensement, on a compté 545 000. Et il y a peut-être 800 000 maintenant, selon les estimés. On parle de la terre et de ses valeurs. L'Australie est une terre très riche en minéraux. C'est une carte assez compliquée, mais je m'en excuse, mais ça vous indique 200 mines en opération. Et les petites pointes, ce n'est pas une mosaïque comme ils font en Australie, mais ce sont des réserves connues, des réserves de minéraux. Et il y a beaucoup qui sont sur les terres autochtones. Il n'y a pas beaucoup de mines, des terres indigènes. Et ces terres sont souvent non explorées, ou pas encore, pour les dépôts minéraux. Voici les mines ici. Voici la mine Ranger à côté du territoire, une mine d'uranium à côté d'un site de patrimoine mondial. C'est Djibouti. Le Dreaming Death Adder du serpent. Ce territoire a été dévasté par une mine d'uranium et devrait maintenant être restauré à son état naturel. Il y a 30 ans, ça fait 30 ans et ça prend 5 ans pour le restaurer aussi. Et voici une aluminerie aussi à Gulf qui vient de se fermer. Donc, c'est les emplois que les peuples indigènes auraient pu avoir ont disparu. Et il y a la question de fermeture aussi qui arrive. S'ils n'ont pas bénéficié directement, ils vont ressentir les conséquences économiques de la fermeture et ils vont aussi apercevoir les conséquences environnementales. On regarde aussi la condition végétale. Ce qui est vert, c'est bon et brun, c'est mauvais. Et quand on a une colonisation intensive, vous avez transformé la végétation et les gens l'ont remplacée aussi. Et il y a des terres indigènes qui n'avaient pas de valeur historique. Maintenant, il y a de grandes valeurs de biodiversité. On le voit ici. Voici des cartes de ressources aussi, des espèces menacées. On voit des développements commerciaux. Il y a la perte d'habitat aussi, la perte d'espèces, où il y a les terres indigènes. Il y a toujours des menaces, mais la biodiversité est plus forte et ces territoires sont restés intacts sur le plan environnemental. Donc, en Australie, nous avons plus de 70 zones indigènes protégées qui couvrent près d'un tiers du territoire conservé. Australie, c'est des territoires qui étaient la propriété des peuples indigènes qui ont placé dans les zones protégées et il y a du financement gouvernemental pour les aider. Et on voit les petits points. Voici des petits groupes de rangers ou d'agents phoniques.
les peuples indigènes peuvent gérer à peu près, gèrent 1 million de kilomètres carrés de territoire avec 800 agents phoniques qui sont payés par le gouvernement australien. Ce n'est pas un très bon ratio d'agents de la faune au kilomètre, mais c'est un des programmes les plus progressistes en Australie pour le soutien des aspirations indigènes de s'occuper de leur terre. Et ce programme coûte à peu près 50 millions de dollars par année. Donc, c'est un grand programme, mais qui ne génère pas beaucoup d'emplois pour ces 72 zones protégées. Voici une image de l'État de conservation. Encore une fois, vous pouvez voir les terres des peuples indigènes en rose et en bleu, et les autres aires protégées sont en vert. C'est à peu près moitié-moitié en termes de la couverture, mais vous pouvez voir aussi que les terres des peuples indigènes couvrent du nord au sud une bonne partie du continent. Et ce que je veux faire maintenant, ça... c'est supposé d'être un peu intelligent, malin, mais bon, qu'est-ce qui arrive avec les couleurs? Et maintenant, on va à la région Kakadu-Ouest, Arnhem, la région. Dean va en parler. Ici, vous pouvez voir un site d'héritage mondial, Parc national Kakadu. Ça, c'est du terrain qui est... il y a des réclamations territoriales, mais ça va tout ça, ça va devenir des terres indigènes et Wallakennejuk. Ça, c'est des aires protégées qui couvrent aussi 20 000 km². Ils ont une population d'environ 5 000 personnes. C'est des endroits éloignés. Et la compagnie que Dean et moi, nous sommes directeurs de cette compagnie, Garragat Gunji. Garragat parle l'explication de Gunji, c'est les terres basses, et Garragat, c'est les terres hautes, et ces deux secteurs protégés des peuples indigènes. Dean, du terrain ici, est là aussi. Alors, il a un pied dans ces deux secteurs protégés des peuples indigènes. Et voici mon image de Jimmy John Brawley qui brûle son terrain avant de donner la parole à Dean pour faire la présentation sur l'aire protégée des indigènes Wadika, qui est une compagnie qui fait par garantie qui s'appelle Wadikan Land Management Limited. Merci. Merci. Avant de commencer et de raconter mon histoire, je veux premièrement reconnaître les Premières Nations. On est sur leur territoire et j'aimerais les remercier de m'avoir invité et de partager ma réalité des peuples indigènes de l'Australie. Je veux remercier John Altman et lui et moi, on travaille dans différentes parties du pays, mais on travaille, on suit le même cheminement. On travaille avec les peuples indigènes autochtones dans les 37 dernières années. Alors, ma présentation parle de l'aire protégée Wadaken, utilisant le feu pour gérer ce secteur. Alors, comme John a expliqué, les secteurs protégés indigènes à gauche. À gauche, ici, comme vous pouvez voir, c'est partie jaune. C'est une aire protégée. De l'autre côté, c'est une aire protégée indigène qui est contrôlée, qui est gérée par les peuples indigènes du Watercan.
Alors, comment le feu a été utilisé dans le passé? On utilisait le feu pour plusieurs raisons. Pas juste utiliser le feu pour la conservation et la gestion de la conservation, mais aussi une façon de guérir notre territoire pour le peuple, pour les plantes, la faune et la flore indigènes. C'est des outils qu'on utilise depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui. On utilise le feu comme outil, même si le gouvernement essaye de restreindre l'utilisation du feu, mais on continue à le faire, même si ça nous occasionne des problèmes avec le gouvernement. Mais on a mis, il y a des affiches qui disent que vous allez aller en prison si vous brûlez le territoire et tout ça. On les a enlevés et ça n'a pas vraiment affecté nos pratiques et on continue à le faire jusqu'à ce qu'on a pu avoir accès à un programme de gestion du territoire et la feu est une partie essentielle de notre mécanisme en vue de gérer le territoire. Alors, pourquoi on utilise le feu? Il y a plusieurs raisons pour protéger nos demeures, pour protéger notre histoire, pour protéger nos peintures et aussi un pays qui avait besoin de clairer le territoire. On utilise le feu au lieu d'utiliser la machinerie lourde. Mais pour nos besoins, pour le développement et la conservation, le feu est un outil qui a été utilisé depuis plusieurs générations. Ça nous a été transmis et on l'utilise encore aujourd'hui. Comment est-ce que nos gens ont utilisé le feu? Il y a plusieurs façons d'utiliser le feu. Les jeunes et les plus vieux qui pratiquent, les plus vieux surveillent les jeunes, les aînés surveillent les jeunes pour qu'ils fassent les choses de la bonne façon. Au lieu d'utiliser le feu de manière dangereuse, on transmet aux jeunes l'occasion d'apprendre, de pouvoir s'occuper du territoire et apprendre comment utiliser ces feux à bon escient dans certains secteurs pour aussi la chasse, pour libérer les animaux de certains territoires, pour les encourager à aller vers d'autres territoires. Durant la colonisation, quand ça a commencé dans les 1700, dans les 1600, les gens avaient hâte, étaient anxieux d'aller voir dans la région côtière ce qui arrivait. Et beaucoup des choses qu'on a vues dans la région côtière, les gens sont revenus avec des histoires et des récits et commençaient à peinturer ça sur des rochers. Ça, c'est un des navires qui a été vu dans la région côtière et les gens sont allés raconter des histoires en peinturant sur les rochers. Et ici, il y a des chevaux et plusieurs choses et aussi des carabines et ils ont dessiné tout ça pour communiquer aux autres ce qu'ils ont vu côtière. Et le message répandait plus vite que les oreilles, les yeux des gens. Les gens sont là, ils voient, ils entendent et ils partagent ce qu'ils ont vu quand ils sont allés dans certains secteurs plus basses, dans les basses terres. Des territoires vides, sans population, c'est ce qui préoccupe les gens. On a les missions et les missionnaires et les colonisations du gouvernement. On a été forcés à vivre dans des communautés urbaines établies par des missionnaires ou des colonies du gouvernement et
quitter nos terres. Souvent, les gens sans terre et une terre sans personne. Et en une période récente, dans les années 90, 89 et les 1890, les gens avaient peur des feux sauvages qui provenaient des feux de forêt, des différents secteurs qui brûlaient le territoire de manière assez sévère. Et on ne savait pas ce qui arrivait, mais plus tard, on a compris que nos amis scientifiques du Bush Forest Anti commençaient à venir nous parler des feux sauvages et des feux qui venaient vers nous, et beaucoup de personnes commençaient à s'inquiéter parce qu'il y avait personne dans cet escarpement ici qui disait que cet endroit, c'est très triste. Maintenant, le territoire est brûlé et personne s'en occupe. Et les animaux, notre terrain, et les choses disparaissent. Et donc, dans les années 90 jusqu'en 2000, on a commencé à se regrouper et commencer à parler de remettre nos personnes sur leur territoire pour gérer ce territoire de la manière qu'il se doit. Ce secteur ici, c'est un secteur très accidenté qui est inaccessible par la route. Il y a une façon seulement de s'y rendre. Il n'y a pas d'autre accès à part cette route. Et ici, dans cette petite communauté, et Maninguela, c'est là où je suis né, où j'ai grandi, j'ai été éduqué. J'ai mis sur place un programme, Genuine Ranger Program, et après ça, on a été intéressé à aider ce groupe ici. Alors, je suis allé là, et ma famille, et on a travaillé, le travail que je faisais, je voulais voir les choses que je voulais voir, voulais pas voir les choses changer. Alors, on a continué à travailler avec ce groupe jusqu'à en 2006, 2007, et on a mis sur place un programme qui s'appelle Watagan Land Management, gestion du territoire. Watagan, les gens du Escarpment ont formé ensemble et mettre sur place un programme de gestion du territoire. En 2009, c'était déclaré comme un secteur indigène protégé. Toutes les familles de Watagan étaient très heureux parce qu'il y avait une occasion pour les jeunes, leur donner un emploi, nous assurer qu'ils restent dans les communautés. Les gens doivent connaître leur territoire aussi. Et moi, je voulais l'apprendre parce que c'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour tout le monde. Et dans notre communauté, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec les animaux sauvages. Les buffles, par exemple, dans les années 80, ils étaient très forts. C'était très fort. Il y avait beaucoup on a tiré beaucoup de coups de feu de la part du gouvernement et en disant que les animaux étaient malades, mais ils s'étaient trompés. Beaucoup des animaux, des buffles étaient propres, ils s'en sont débarrassés et ils ont vu après que ces animaux étaient très propres. Il n'y avait pas de tuberculose ou de maladie de la vache folle ou d'autres maladies. Alors on avait des problèmes aussi avec les mauvaises herbes, et beaucoup de mauvaises herbes autour. Et donc, on parle des feux sauvages. Beaucoup de feux arrivent par accident ou quelqu'un lance des allumettes sans comprendre la nature de la réglementation dans nos traditions, mais un jeune ou des gens qui font des campements et font un feu sans égard à la réglementation. Alors, dans cette section ici, ça, c'est des cyprès qui indiquent depuis combien de temps ces feux arrivent dans certains secteurs. Alors, quand on voit ces indications, ça démontre à quel point les choses brûlent et aussi
nous raconter l'histoire de les gens, nos profs qui disent que ces secteurs, une fois que vous brûlez ça, quand on est ici, on gère ce pays et de la manière que nos ancêtres le font. Alors, quand on revient ici et on partage notre vision avec vous, c'est un territoire qui disparaît, qui est brûlé rapidement année après année quand on n'était pas là. Maintenant, on revient et on veut essayer de voir à changer le régime de feu et on doit s'en occuper de la manière qu'on l'a fait depuis des millénaires, depuis nos arrière-arrière-grands-parents et même avant ça. Et donc, ce buffle ici, ce buffle, c'est des animaux sauvages, mais aussi ils sont devenus une source de viande pour nos populations et on reconnaît que on peut nourrir une famille de 100 personnes avec un buffle. Et comment est-ce qu'on utilise le feu aujourd'hui? Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Nos amis, les scientifiques qui travaillent avec nous, on l'utilise de deux façons. Les scientifiques et les connaissances occidentales et de connaissances traditionnelles sur notre territoire parce qu'on brûlait le terrain comme ça depuis des millénaires aussi, des connaissances occidentales. On utilise des outils qu'on n'utilisait pas auparavant. Maintenant, on utilise des outils. On peut y aller avec un hélicoptère. On utilise des machines où on peut démarquer le territoire, comment brûler et où brûler. Et selon nos règlements, il faut brûler notre propre territoire. Alors, à chaque année, il y a des propriétaires de terrains qui brûlent leur territoire et on ne peut pas arrêter les gens, les chasser et brûler leur propre territoire parce que c'est à eux. Mais on leur dit, assurez-vous que vous sachiez que le coupe-feu est déjà là-bas. Alors, quand vous brûlez et quand vous chassez, il faut brûler ça de la bonne façon. Au moins, il y a un coupe-feu ou un pare-feu. Des fois, les feux sauvages continuent parce qu'il n'y a pas de pare-feu, mais il y a des gens qui surveillent ça. S'il y a des feux sauvages, ils les isolent à l'aide de brûlage contrôlé. Aussi, la consultation, la planification, la connaissance traditionnelle, le partage de nos connaissances. On parle à différents propriétaires de territoires. Dans la région Wallagan aussi, dans le secteur Lajan aussi. Et on brûle le terrain où les gens, que ce soit de manière traditionnelle ou les fermiers font ça aussi. Et dans une période particulière pour aller brûler parce que si on le fait au mauvais moment, le feu sera hors de contrôle. Alors, une mission aérienne et propriétaires traditionnels qui travaillent avec nous pour aller brûler ça, ils vont en hélicoptère et ils font leur travail autour de certains territoires. Et comme vous pouvez voir, Wallagan District, c'est Mount Alchip ici, Alchip, et ça, c'est dans la partie sud et à Sydney. Vous avez probablement entendu le Black Friday ou Black Wednesday. Ça a tué ça a détruit plusieurs maisons et quelques personnes qui sont mortes à cause du feu dans un territoire. Et il y a beaucoup de gens qui brûlent leur propre terrain de manière traditionnelle et on travaille ensemble. Quand le feu sauvage apparaissent dans certains plateaux, c'est des équipes qui combattent le feu, des hommes et des femmes qui travaillent ensemble parce que tout ça
Les hommes et les femmes, ils sont nouveaux dans le programme. On leur a enseigné comment le faire avec nos amis aussi, pensée traditionnelle et connaissances traditionnelles. Donnons un emploi à ces gens, apprenons-leur comment le faire. Les hommes et les jeunes femmes sont actifs et donc ces feux sauvages dans cette période de l'année, ils sont toujours très alertes parce que les feux peuvent survenir, les feux non contrôlés. On surveille toujours certains secteurs. C'est ça qui nous communique le fait qu'il y ait des feux non contrôlés. On se mobilise à ce moment-là et comment on utilise des feux pour aider notre environnement et notre peuple. C'est ici dans ce plateau, c'est très riche et aussi très beau et le terrain a été géré avant la colonisation. Ça a été il y a plusieurs différents animaux et des choses qui vivent dans ce territoire. Mais maintenant, on a beaucoup de services. On a trouvé ces animaux qui vivaient là et ils s'en vont maintenant. On a des espèces envahissantes, par exemple les espèces amphibiens qui viennent d'ailleurs. Alors, feu, utilisation en conservation, WALFA, c'est là où c'est un secteur où on essaye, plusieurs personnes dans le territoire et on essaye de créer des communications par satellite entre différents camps. Plusieurs personnes, des propriétaires de territoire qui gèrent le territoire, qui travaillent ensemble. Ici, l'impact du régime feu, comme vous pouvez voir, la partie orange, c'est avant d'aller dans ce programme. Et ça nous parle de cette période au début, quand on a commencé. Ça, c'est un feu très puissant qui avait lieu à l'époque, mais en 2007, les choses ont changé. En 2011 et en 2013, on pouvait prouver que on a changé le régime de feu et ça nous démontre que on fait du mieux qu'on peut, on fait du bon travail. Alors, un type de gestion de feu en utilisant le feu, réduction totale d'air brûlé entre 95 jusqu'à 2013. Vous pouvez voir 2006 à 96, en 2004, il y avait des feux qui brûlaient dans ce territoire de 2004 à 2013. On peut maximiser et on peut voir comment les systèmes fonctionnent et comment les gens sur le terrain gèrent le territoire avec le feu et tout ça. Et il y a un projet annuel de feux sauvages et de feux non contrôlés pour quelques millions pour appuyer plusieurs groupes et gérer 2,8 millions d'hectares, réduire les dommages environnementaux, réduire le dommage et engager plus de 240 personnes locales pour un an. Il y a des projets similaires maintenant qui couvrent 10 millions d'hectares dans le nord de l'Australie. Je m'excuse si je vais un peu vite, j'ai une limite de temps. Un feu sauvage, wildfire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la gestion du territoire? Wadaken, les familles qui amènent les jeunes d'une communauté cet aîné qui leur parle. On a aussi des randonnées, du camping et ma fille et ma femme qui traversent la rivière. Ça, c'est notre camp de base, Wadaken Land Management, et des rangers, les patrouilleurs qui font leur travail. Merci beaucoup.
Je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions, commentaires. Katie. Merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Est-ce qu'il y a une interdiction de brûler, même dans la partie orange qui est du territoire indigène? Non. Rapidement, non. Là où les gens ont des droits territoriaux, ils peuvent brûler du territoire. Mais une partie de la raison pourquoi ils peuvent brûler, la réglementation est contestée, mais c'est secteurs qui sont très éloignés. Historiquement, quand les autorités de l'État ont essayé d'arrêter les brûlements, ils ont pas pu faire ça parce que c'est très difficile d'arrêter les gens de brûler leur propre territoire. Alors maintenant, ils permettent aux gens de brûler certains territoires. Il y a une reconnaissance que dans le territoire sèche, le brûlement qui arrive, c'est très positif. Ce que Dean montrait, c'est que vous avez maintenant des ententes avec les gens qui sont payés pour les crédits carbone qu'ils produisent, et c'est encouragé avec du travail contractuel qu'ils font pour le gouvernement du Commonwealth de l'Australie. Monica. Merci pour votre présentation. J'avais une question, John. Vous avez mentionné qu'il y a des controverses autour de la reconnaissance gouvernementale du statut des Premières Nations. Alors, les indigènes, est-ce qu'il y a d'autres questions autour de la réintégration sur le territoire, dans les communautés, particulièrement si Dean a connu ça avec sa communauté? Ben, écoutez, Dean peut certainement parler de ça, mais il a appelé ça, utilise le terme de pays orphelin, un pays qui a perdu son peuple parce que pendant très longtemps, la politique du gouvernement australien et dans d'autres pays aussi colonisateurs, c'était d'assimiler les gens, d'éliminer les sociétés indigènes à travers l'intégration. La façon qu'ils ont fait ça en Australie, initialement, c'était tuant les peuples indigènes, et dans le 20e siècle, l'approche était inacceptable. Et je pense que le dernier massacre en Australie était dans les années 30, mais maintenant, les gens éliminent les sociétés indigènes par des projets de sédentarisation, de centralisation et de commerce inversé de civilisation, et les gens doivent se battre pour pouvoir réintégrer leur territoire, et les gouvernements ne les appuient pas vraiment. Il y avait une courte période où il y avait une ère qui a été appelée la période d'autodétermination, où les gens avaient le choix de retourner à leur terre ancestrale. Mais dans les 20 dernières années, il y a eu une colonisation et un processus d'assimilation avec les gouvernements ont été beaucoup moins enclins à appuyer les gens à retourner dans leur territoire. Alors même l'histoire de Dean qu'il raconte est une histoire positive. Ces gens ont vraiment beaucoup de difficultés contre l'État australien et dans d'autres cas qu'on examine. Je sais qu'au Kenya et en Colombie, on a beaucoup de violences très clairement exprimées contre ces peuples. Et en Australie, on a des formes plus subtiles de violence structurelle et économique qui a lieu avec la viabilité des gens, la capacité de vivre traditionnellement, et c'est quelque chose qui est nié par l'État australien. C'est beaucoup plus facile de gérer les gens et ouvrir du pays pour du développement minéral, d'extraction de minéraux, par exemple, si on claire le territoire de sa population et les gens se battent pour retourner sur leur territoire. C'est très vrai. Il y a beaucoup de difficultés de la part de notre gouvernement, que ce soit de l'État ou fédéral. Pendant des années, on a nié nos droits vers notre propre pays, où la mission, les missionnaires ou les gouvernements ont été établis. Et récemment,
Est-ce que notre pays a été brûlé sévèrement et beaucoup de gens voulaient retourner dans les années 76 avec le mouvement des droits sur le territoire. Il y avait une occasion pour nous de retourner à notre territoire et s'établir là. Mais durant ces années, les années qui ont passé, les gouvernements ont arrêté de financer notre mouvement de retour à notre territoire. Ils ont enlevé notre éducation, ils ont enlevé notre programme de langue, ils ont enlevé notre programme d'éducation. Alors tout ça, c'est centralisé dans la communauté au lieu d'avoir de l'éducation dans la forêt proche de nos territoires. Une question, commentaire rapidement, s'il vous plaît. C'est un commentaire. Et merci, Dean. J'ai toujours pensé à la population et aux terres et j'ai jamais eu un énoncé aussi clair et touchant. Les gens sans peuple et le territoire sans peuple et les gens savent comment le chérir et l'utiliser. Et merci avec votre prochaine mission. J'aimerais vous citer parfois parce que ça m'a vraiment touché. Merci beaucoup. Merci. Le prochain conférencier, je ne sais pas. Est-ce que le Skype va fonctionner? Est-ce que tout est correct de ce côté-là? Oui? OK. Alors. Sur Skype, Gabriel Agames de Isumama TV et Démocratie des peuples autochtones. Madame Isuma, c'est la gérante, et Kelly Sinclair, qui est une candidate doctorat à l'Université McGill, qui travaille en partenariat avec elle. Morning, everyone. Bon matin tout le monde. Notre présentation se fera en anglais, mais il y a la partie de Gabriela qui est imprimée en espagnol. J'ai 8 copies sur papier s'il y a des gens qui utilisent la traduction vers l'espagnol. Merci beaucoup à la Première Nation Huron-Wendat de nous accueillir sur leur territoire et merci, Gabriela, de vous joindre à nous sur Skype. Gabriela est la gestionnaire de programme pour Suma TV et la démocratie indigène. Elle nous rejoint du Mexique et elle parle l'espagnol et l'anglais, donc vous pouvez lui poser des questions dans une des deux langues. Donc, je vais parler de Suma TV et parler de l'opération minière qui a lieu
à Nunavut et ils vont parler de Isuna TV, ce qu'ils font dans ce projet et la revitalisation de la culture. C'est un Isuna TV est basé à Nunavut. C'est un organisme inuit. Nunavut se trouve en bleu pâle. C'est le territoire le plus, avec la superficie la plus large de toutes les provinces au territoire. Il y a une plateforme collaborative médiatique pour les cinéastes et les travailleurs en télévision. Ils parlent ils diffusent en espagnol, en français, en anglais, en inuktitut et du contenu en 80 langues autochtones. Quand on parle de la mine, qui sera le sujet, et parle sur la surveillance aussi, le consentement, les communications, la promotion des droits de la personne et les droits culturels. Igloolik et la localisation de l'endroit, voici une des 5 communautés qui sera le plus touchée par la mine. Il y a à peu près 2000 personnes qui y habitent et la plus grande la première langue, la plupart des gens, c'est l'inuktitut. Il y a une bonne partie qui parle l'anglais. Voici une autre carte de Nunavut. Ça se trouve ici. On voit Igloolik ici. Et la mine est située entre Igloolik et Pond Inlet, qui se trouve ici. Donc, ça se trouve ici. Donc, pour retourner à notre carte du Canada, ça veut dire que la mine est située à peu près ici. Voici un gros plan. Voici Igloolik et les autres communautés. Page Clyde River. C'est un gros plan ici. Voici, la ligne est une mine de fer opérée par Baffinland Iron Mines. Approuvé en 2013 quand ils ont commencé sa construction. Et le site de mine, ils ont signé une entente de bénéfices inuit avec un organisme qui représente les Inuits. Voici un document qui détaille les droits et les bénéfices des deux parties. Et voici, il y avait un processus de permis qui est géré par le Régie de la révision des règlements au Nunavut, qui décide si les mines ont le droit d'opérer sur le territoire. Et c'est là que Isuna TV commençait à s'impliquer. Il y avait beaucoup d'intervenants aussi avec la consultation communautaire, mais il y avait beaucoup de barrières qui empêchent la pleine participation des Inuits. Et Isuna TV voulait aider à améliorer certains de ces droits. Il y a aussi la présomption au Canada que si les compagnies se conforment aux normes juridiques du Canada, ils ne doivent pas répondre aux questions des droits de la personne, mais ce n'est pas toujours le cas quand on parle des parties prenantes indigènes. Donc, oui, il y a des droits et des bénéfices sur le plan juridique qui ne sont pas toujours manifestés. Donc, voici la mine, à quoi elle ressemble. Voici le dépôt principal. Les Inuits ont des droits pendant l'exploitation ici sur 30 ans, mais on parle d'une opération qui s'étend sur 100 ans. Ici, il y a un compacteur. Donc, toute la montagne est composée de l'or de fer, de fer. Donc, à la fin du projet, cette montagne sera juste un trou aussi. Donc, ils vont extraire du fer ici. Il est déposé ici. C'est concassé et chargé sur ces grands camions qui les amènent sur un chemin dans la baie. Et après, ils sont mis sur cette ceinture pendant la saison sans glace où il s'est envoyés au bateau ici et ils sont expédiés devant Pond Inlet. Donc, la mine voulait avoir un amendement de brise-glace. Donc, ici, ils vont juste l'expédier quand c'est libre de glace. Donc, à tous les 6 mois, il y a un paquebot qui arrive ici. C'est une zone significative parce qu'il y a cette île ici. Il y a beaucoup de gens font de la récolte, des activités récréatives
et la chasse aussi. Donc, c'est bien de voyager en bateau, mais quand les brise-glaces commencent à offrir un passage ici, et les gens ne pourront pas marcher sur la glace pour aller sur leur territoire. Donc, voici un exemple d'un problème contemporain qui arrive. Donc, voici une vidéo d'une explosion qui est un peu distante. Peut-être que ça ne jouera pas. Donc, je vais passer à Gabriela. Ça va? On peut la connecter sur Skype. Je l'ai entré ici. Est-ce qu'il me faut mettre le micro plus proche pour la traduction? But for the translators to hear Gabriella, do I need to put this mic? Oh, okay, perfect. Okay. Thanks. Go ahead, Gabriella. I was in front of him, so I raised my hand and give me my turn. Les gens peuvent me voir et m'entendre. Je vais le faire en anglais. Je peux parler en espagnol quand vous voulez. Bonjour, mon nom est Gabriela. Je peux vous dire, parler un peu de Isuma TV. Je pourrais partager de l'écran aussi. Vous pouvez voir la présentation. Est-ce que vous pouvez lire les lettres qui sont ici sur la présentation? Oui, elles sont lisibles. Super. Bon. Isuma TV, en fait, c'est un site web que je peux vous montrer. Et vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est un site web qui est en syllabique, en alphabet inuit. Donc, c'est dans la langue Inuktitut, c'est en anglais. Aussi en espagnol et en français. On peut ajouter toute autre langue à cette plateforme. C'est une plateforme aussi. Voici la page d'accueil. C'était créé pour les Inuits, mais aussi par les Inuits, pour les Inuits et d'autres peuples indigènes. Il y a d'autres posts et des vidéos aussi. Il y a comme une vidéo aussi pour les peuples autochtones. Mais c'est plus ce que ça. Les gens peuvent créer leur propre post. C'est comme une télévision internationale où les individus ou des organismes indigènes peuvent avoir leur propre poste, leur propre photo, le PDF et d'avoir leur propre site web. Si vous allez ici pour les communautés, vous voyez qu'il y a des communautés diversifiées et jusqu'ici, il y avait 80 langues indigènes de partout dans le monde, de la Russie, l'Australie, le Groenland, des places différentes en Amérique latine, les États-Unis, le Canada et en autres régions où les communautés ont leur propre page. Je vais retourner à la présentation pour vous donner
un peu plus de contexte. Donc, actuellement, ces plateformes ont à peu près 1000 postes, mais plus de 6000 films. On ne possédons pas les droits à ces vidéos, c'est juste la plateforme. Donc, les gens qui téléversent leurs vidéos sont les propriétaires de ces vidéos. Donc, tout ce qu'on fait, on fournit une plateforme pour aider les gens à communiquer, aider aux communautés indigènes de communiquer entre elles et avec les autres peuples indigènes, avec les gouvernements, les mines, les compagnies minières. Il y a à peu près 1340 vidéos inuits. Donc, il y a des organismes inuits qui ont téléversé ces vidéos. Il y a 900 de ces vidéos qui sont en langue inuktitut, la langue des Inuits, et qui sont disponibles sur Isuma TV. Ça vient de l'organisme de diffusion inuit qui offre des vidéos depuis 30 ans. Il y a du contenu des aînés, des Dénés, une autre communauté aînée. Il y a 183 épisodes qui a été numérisé, où il y a 100 communautés, 100 émissions faites par des cris, par la communauté écrite. Il y a 20 films autochtones téléchargés de l'ONF aussi. Il y a l'adresse aussi, c'est Isuma TV OFB. Oh, l'Office de film aussi. Il y a des films Haida. Nous avons 17 films Haida. Il y en aura beaucoup aussi parce qu'on fait un film avec le peuple Haida en Colombie-Britannique. Il y a d'autres films qui viennent de l'Australie, la Norvège aussi. C'est un des plus grands organismes indigènes au Brésil. Ils ont toute leur collection. Un des plus gros de Cuba aussi. Il y avait beaucoup de leurs vidéos qui se trouvaient ici. Il y a de plus en plus d'organismes autochtones et des individus qui viennent utiliser Isuma TV. On l'avait commencé parce que Isuma l'a commencé. Isuma était parti. C'est un organisme de vidéo parti par les Inuits de Igloolik qui voulaient distribuer leurs films. Ils se sont rendus compte que c'était très difficile de la perspective d'un système de distribution. On l'a mis sur l'Internet. On s'est rendu compte qu'avec les Igloolik et beaucoup d'autres communautés au Canada, il y avait 247 moins de représentation comparé au reste du Canada sur l'Internet. Dans des communautés, l'Internet est très lent et coûte très cher, ce qui ne permet pas aux gens dans ces communautés d'écouter des vidéos ou d'en télécharger ou faire partie de l'époque de l'information où tous les gens téléchargent des vidéos, ils utilisent leurs appareils mobiles, et ils communiquent. Ils ont un système d'éducation, ils vont avoir un système de santé qui passe par l'Internet. Ce n'est pas possible avec l'infrastructure actuelle de ces communautés. Voici pourquoi on a développé une technologie qui s'appelle les lecteurs de médias ou les serveurs locaux pour avoir une participation plus égalitaire des communautés nordiques qui travaillent avec le reste du Canada. Pourquoi? Parce que nous voulions fournir une plateforme et un système de réseautage qui pourrait permettre aux gens
d'exprimer leurs préoccupations. Ils pourraient avoir des visionnements dans les communautés, la formation en médias pour les jeunes. Aussi, ils voulaient avoir les consultations et des renseignements sur les projets miniers. Aussi, un projet qui s'appelle Démocratie, où on offre au réseau d'informer, de consulter les peuples inuits sur les projets miniers. Donc, on l'a fait en combinant la radio locale et la télévision locale et l'Internet. Et on a mis un avocat qui aidait ici. Il y a Lloyd qui est un avocat en droit de la personne, Sakaraya Udo, qui est le fondateur des Suma. Il est un Inuk qui vit à Igloolik. Donc, ils ont parlé des choses différentes qui arrivaient dans ce projet minier. On l'a fait de façon très simple. Il y avait des séances communautaires. On pouvait informer les gens et entendre leurs préoccupations. Et après, ils ont fait des entrevues de vidéos et d'autres vidéos d'information qui sont diffusées à la télévision locale. Les gens pouvaient participer ou ils pouvaient appeler la radio ou d'aller écouter une vidéo dans la langue et de la façon de leur choix. Ce qui nous a préoccupés, c'est comment les peuples indigènes peuvent participer dans un forum régional ou un forum pris par le gouvernement ou les compagnies minières, comme par PDF, avec la terminologie légale, technologie scientifique, d'avoir une date qui leur convient pour aller à la communauté, mais des fois, la communauté n'est pas là parce que les gens sont partis à la chasse ou il y a d'autres obligations. Donc, comment fournir une plateforme où les gens peuvent aller quand ils veulent, quand ça leur convient, et de télécharger une vidéo et de parler dans la langue de leur choix et de valoriser cette culture orale. C'était disponible sur Isume TV et DID. On voit toute la plateforme. On voit que toutes les communautés participantes ont leur propre page de vidéo, leur radio en ligne et leur propre télévision. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble après. Aussi, la plateforme aide à renforcer la langue et la culture, d'améliorer l'éducation et la formation et l'emploi, des projets pour améliorer la santé mentale et le mieux-être communautaire et de créer des emplois et le développement économique. Et comme nous l'avons dit, après, nous avons créé sommes intervenus avec les réunions du comité de révision Inuit. Il fallait voir comment on pouvait utiliser ce facteur pour continuer à surveiller les activités du gouvernement et les activités des compagnies minières et pour continuer à entendre les voix de la communauté inuit pour entendre leurs suggestions, leurs préoccupations et leurs besoins. Donc, nous avons plus de vidéos et plus d'entrevues radiophoniques. C'était payé par l'organisme Inuit qui devrait informer et consulter les communautés, les gens, les Inuits des communautés touchées avec ce réseau de télévision, radio et d'Internet. Et aussi la collaboration régionale entre la communauté et des liens de communication à travers le Canada et globalement aussi. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de communautés indigènes partout dans le monde qui
font face au même genre de défis que les Inuits vivent concernant leurs ressources naturelles. Aussi, on aide à distribuer des films et on aide certaines communautés en installant des serveurs et des projecteurs pour organiser des visionnements locaux qui aident pour la distribution des films quand on parle des compagnies de production. Parce que l'Internet est souvent commencé comme compagnie de production et ils sont allés plus vers la distribution. Ici, je peux présenter plus d'un point de vue technique comment ça fonctionne, mais un serveur local est comme un disque dur qui contient tout le contenu. Donc, il faut se connecter à l'Internet pour voir l'intérêt autour de vidéo, mais au lieu que la vidéo vienne des serveurs ou du web mondial, ça vient de votre serveur local. Donc, si vous avez une connexion Internet très lente, vous pouvez écouter la vidéo et l'écouter en qualité complète. Et ce serveur local, cette technologie nous permet de connecter ce serveur local à un système de câbles dans la communauté et de diffuser par d'autres moyens dans les communautés. On peut le connecter à un routeur Wi-Fi qui peut permettre aux gens de leur propre ordinateur d'écouter. C'est comme un point chaud. On peut le connecter à un projecteur pour faire des visionnements communautaires. Voici comment ça fonctionne avec le serveur local aussi. On peut fournir dans la communauté à certaines communautés participantes. On envoie un système intégré où ils ont un panorama vidéo qu'ils doivent prendre pour produire et monter aussi les vidéos pour les mettre en ligne. Donc, ils ont la structure pour produire leurs vidéos et les diffuser à travers le monde par le net et aussi sur le plan local à leur télévision et leur radio. Je n'irai pas dans les détails parce que je sais qu'il y a beaucoup de détails aussi. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vous montrer l'idée que maintenant, on se trouve dans toutes ces communautés. Donc, c'est toute la région de l'île de Baffin. Toutes ces communautés ont leurs propres équipements pour créer leurs propres médias. Et voici les régions touchées par le projet minier. Ce sont les 5 communautés qui sont touchées le plus. Donc, ce que ça permet, c'est au lieu d'avoir des organismes qui doivent informer et d'avoir des gens qui doivent voyager dans toutes les communautés qui coûtent très cher, on peut aller juste 1 ou 2 jours à tous les 6 ou 8 mois. Ils peuvent garder les gens renseignés par les médias, les télévisions, les radios. On va leur dire ce qui se passe, quel est le nouveau plan, les détails du projet. Et on voit ce que les gens ont à dire à Clyde River ou à Pond Inlet, comparé aux gens d'Arctic Bay. Donc, il y a un autre diapo. Donc, on voit à droite, on montre les communautés. Toutes les communautés ont leur propre page. Les communautés participantes. Si je vais à Igloolik, je vois, voici les vidéos qui parlent de la régie, de l'impact des Inuits. On entend Sakaraya. Voici la salle communautaire où les gens peuvent télécharger ces vidéos. Vous pouvez aller à la télévision pour voir ce qui se diffuse actuellement à Igloolik. Donc, si je clique sur télévision, désolé, mon Internet n'est pas vraiment à la fine pointe. Il n'est pas si rapide. Donc, voici, on peut visionner toutes les vidéos. Si quelqu'un va écouter la radio,
qui ne fonctionne pas tout le temps. Il ne diffuse pas à toutes les heures, donc vous pouvez écouter la radio et partager votre perspective ici. Et vous voyez d'autres archives de la radio où on a des téléchargements et les autres radios communautaires des autres communautés. Donc, je peux cliquer sur la page d'accueil d'une autre communauté. Je ne prends pas Igloolik, je vais prendre Ardiat. Et je vois la même structure, une photo d'Arviat et leur communauté, leur téléchargement communautaire et leur page communautaire. Donc, chaque communauté est indépendante. Elles choisissent ce qu'elles veulent diffuser sur le plan local, mais ils peuvent être en contact avec les autres communautés. Donc, maintenant, les gens pourront poser leurs questions. Et avec toutes ces informations. On pourra entendre Le commentaire est d'inaudible. L'interprète suggère d'utiliser le microphone. Veuillez, s'il vous plaît, utiliser le microphone afin que les interprètes puissent faire leur travail. Merci. Quisiera. Muy bueno. Merci beaucoup pour votre présentation. Excellente présentation. J'aimerais également vous poser des questions. Le thème que vous avez soulevé est très semblable. On a vu ce que Mario a fait. Ces dernières années, nous avons travaillé dans notre communauté pour ces mêmes buts. Alors, ce que vous faites pour ces communautés, est-ce que les films utilisent les langues autochtones de ceux qui vivent sur ces terres autochtones? Est-ce qu'on utilise différentes langues? Est-ce qu'on utilise donc les langues originelles, les langues des Autochtones qui vivent sur ces territoires? C'est ce que je voulais savoir. Ça aiderait puisque les gens pourraient ainsi conserver leurs compétences linguistiques, leurs traditions linguistiques autochtones. Parce que moi et Mario, nous travaillons sur le thème de la résistance en ce qui a trait à nos ressources naturelles, en ce qui a trait aux terres. Alors, nous voulons défendre des droits par rapport au peuple, le droit des peuples sur leur terre ancestrale. Bon, maintenant, nous utilisons la langue maternelle. Peut-être qu'on pourrait avoir des sous-titres en espagnol et maintenir surtout l'utilisation de langues autochtones d'abord. Merci beaucoup pour ta question. Je vais te montrer un exemple ici même. Je pense que ça va être peut-être plus clair. Nous offrons la plateforme seulement et nous utilisons notre propre canal sur cette plateforme avec nos propres vidéos qui sont téléchargées. Chaque communauté, chaque organisation crée son propre canal et peut même télécharger ses propres vidéos dans sa langue originale. Vous avez à la salle d'EAS ici une vidéo. C'est l'organisation du Brésil.
Comme vous pouvez le voir ici, si je clique sur ce vidéo, on retrouve une vidéo en langue autochtone. Je peux même décider d'y rajouter des sous-titres, par exemple. Je peux rajouter ça en anglais, j'ai ça en portugais, en espagnol, en anglais, mais tout se retrouve dans la langue maternelle. Et c'est pour cette raison que je disais qu'il y a plus de 80 langues différentes. Donc voilà, c'est le contenu qu'on retrouve sur Isuma TV. Voici un exemple. Il y a bien d'autres exemples aussi. Par exemple, un exemple cubain. Disons que je vais mettre ici un autre choix, Serrana. En fait, la sélection ici cubaine. Voici les vidéos qu'ils ont produites à Cuba. C'est un projet pour la télévision Serrana, où l'on retrouve leurs propres vidéos. Et nous ne nous occupons pas du contenu de toutes ces différentes sources. Par exemple, j'ai des festivals ici, Isuma TV, CLACPI, le canal pour l'organisation coordinatrice latino-américaine pour les peuples autochtones. Ils ont leur propre canal, voyez-vous, CLACPI, et ils ont téléchargé leurs vidéos des organisations de la Bolivie, du Chili, de l'Argentine, du Guatemala, du Mexique. À tous les 2 ans, ils se rejoignent et font des activités. Donc, il y a comme 1000 canaux différents comme ça. Alors, des réunions, etc. Le contexte latino-américain est là. Tout ce qu'on offre, nous, Isuma, c'est la plateforme. Isuma TV. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Excusez-nous, mais je viens de comprendre. Peut-être que je n'ai pas été clair dans ma question. Alors, il y a des documentaires, mais comment allez-vous faire en sorte que les gens... En fait, ce que je veux dire, comment vont-ils pouvoir utiliser ces documents pour le développement, disons, peut-être même ça pourrait aider les gens à résister dans leur position ou à maintenir l'utilisation de leur langue maternelle. Voilà ce que je ne sais pas. Je sais que vous travaillez. Mais est-ce que ça reste dans la communauté? En fait, ce que je veux dire, est-ce que ça peut être utilisé pour la reconstruction? Peut-être au niveau de la défense des terres ou pour l'utilisation des coutumes ancestrales. Je ne suis pas clair là, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, mais faisiez-vous référence à l'utilisation? Comment utiliser ça? Ou à quoi ça sert d'avoir ces vidéos en ligne avec différents canaux pour vraiment pouvoir défendre la langue, pour effectuer les différents projets? C'est bien ça, votre question? Bon, alors, nous avons différents fronts d'action. Premier front, celui d'offrir une plateforme. Cette plateforme est locale et elle est internationale aussi. Deuxième front, nous avons différents projets. Alors, nous allons chercher de l'argent grâce à l'appui du gouvernement du Canada. Nous obtenons du financement, des subventions pour réaliser certains projets. Nous travaillons par exemple avec la communauté Inuit pour les gens que l'on connaît entre guillemets sous le terme d'Esquimaux. En fait, c'est le nord du Canada, ces peuples du nord du Canada, les Inuits. C'est là où l'on a commencé le projet. Alors, on a établi des liens avec d'autres groupes, d'autres organisations dans d'autres régions du monde pour voir comment nous pouvons faire des expérimentations en lien avec différents projets. Dans l'Arctique canadien, par exemple,
nous recevons une subvention du gouvernement canadien. Il s'agit d'1 million de dollars pour créer une infrastructure et permettre aux gens de ces communautés, pour leur permettre qu'elles puissent utiliser leur propre langue, afin que cette information puisse être envoyée au gouvernement et aux compagnies minières, afin qu'il y ait une participation plus équitable, qu'on puisse plus justement, plus équitablement participer au processus de prise de décision. Maintenant, pour travailler à faire revivre l'utilisation des langues, nous travaillons avec les communautés autochtones et c'est une des raisons pour laquelle Isuma TV, qui a créé cette plateforme, est connue. C'est à cause de Atadarjuak, un film qui a été fait en 2008, je crois, qui a été fait par la communauté inuit elle-même. Ils ont utilisé leur langue, ils ont utilisé leur légende. Les acteurs, ce sont les acteurs de leur communauté. Ils utilisent leurs costumes. Ils sont filmés, ils se filment eux-mêmes dans leur communauté, dans leur environnement. Et toute l'histoire de ce film repose sur la culture, les croyances et les légendes propres aux Inuits. Maintenant, les acteurs doivent apprendre leur texte en Inuktitut et doivent ressusciter le passé, évoquer le passé. Voilà, donc ça fait partie d'un projet culturel. Et ce projet, une fois terminé, est visible par tous sur la plateforme Isuma TV. C'est téléchargé. Et donc, on peut faire différents projets de la sorte, mais ces projets sont limités d'un certain sens à la communauté inuit. Mais nous partageons avec d'autres communautés. Mais chaque communauté fait ses propres projets, bien sûr. Nous n'avons pas la prétention de faire des projets visant à ressusciter les langues de la planète. Non. Nous offrons une plateforme sur laquelle on peut refléter les différents efforts, les luttes, nos intérêts. Donc, on permet aux organisations d'avoir accès à cette vitrine pour montrer les projets qu'ils effectuent. Voilà, qu'elles effectuent. Merci. Je pense que nous devons nous arrêter. Peut-être dans 5 minutes maximum, il faudra s'arrêter pour le repas du midi. Est-ce qu'il y a une question pour Gabriela? Alors, on va aller ici parce que la batterie est morte. Les piles sont mortes là pour le micro là-bas. Donc, pour que l'interprétation en 3 langues fonctionne, il faut se rendre tout près de l'ordinateur afin que Gabriela puisse vous entendre et que les interprètes puissent également faire leur boulot. Quelqu'un d'autre? Je pense qu'on a un problème. Ah, ça va là. Est-ce que vous entendez? Ça, on dirait qu'on a perdu l'espagnol, traduction en espagnol. Voilà. Je suis Colin Scott. Gabriela, bonjour. Merci infiniment. Merci à toi et à Katie. Merci pour votre présentation. Vraiment, vous nous avez ouvert de nouveaux horizons, pour moi en tout cas. Et j'espère qu'il y aura d'autres opportunités pour certains de nos camarades, nos amis autochtones, afin que nous puissions collaborer, travailler ensemble à l'avenir. Peut-être grâce à des systèmes de local network, d'integrated media, des médias intégrés, des réseaux locaux. Merci beaucoup. Super. Alors, l'heure du repas du dîner est arrivée ici, dans 15 minutes. Ou même, on est 15 minutes en retard pour ce repas. Et nous devons maintenant vous dire merci. Merci à nouveau. Et voilà, nos salutations.
distingué. Et une main d'applaudissement, bien sûr. Inaudible. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye, Kitty. I guess, Katie, Et on aura la communication, un désir de communication, une partie de nos discussions dans les derniers jours. On va revenir à la question de plateforme de communication et comme dans ces cas-là, on ne réinvente pas la roue, peut-être on donne des moyens à certains de nos merveilleuses ressources qui sont déjà en place. Alors, si vous pouvez être notre canal de communication vis-à-vis Asuna, ce serait merveilleux. Je pense qu'on doit aller dîner maintenant. Et on sera de retour à 13h30. Merci.